Je vais vous présenter le dernier dossier de cette conférence de maladies infectieuses. Donc un dossier classique et qui peut tomber sous toutes les formes possibles et imaginables, qui renvoie aux définitions des différents syndromes de base de l'infection, à savoir le syndrome de réponse inflammatoire systémique, le sepsis grave et le choc septique, qui ont été récemment redéfinis par une conférence de consensus de la Société de réanimation. Et donc, je vais commencer par l'énoncé de ce quatrième dossier. Une patiente de 65 ans sans antécédent notable est hospitalisée pour fièvre à 39 degrés. Elle se plaint de brûlures urinaires depuis 5 jours et d'une douleur intense de l'angle costo-vertébral droit. L'examen effectué aux urgences retrouvait un contact lombaire droit, un abdomen souple et une auscultation cardio-pulmonaire normale en dehors d'une tachycardie à 105 par minute. La tension est à 12,7 et la saturation à 96%. La bandelette urinaire est positive en nitrite et en leucocytes. Quel est le diagnostic syndromique et étiologique? Première question. Quels sont les germes habituellement en cause dans ce type d'infection? Quels examens complémentaires prescrivez-vous? Le CBU revient avec donc comme résultat 10 puissance 4 hématies, 4 10 puissance 4 leucocytes par millilitre et 5 10 puissance 5 germes par millilitre, qui est secondairement identifié comme étant un Escherichia coli. 1 heure après l'arrivée dans le service, la patiente présente une chute tensionnelle à 7,4 associée à une fréquence cardiaque à 110 et une hyperthermie à 40 degrés. La patiente est asthénique et émarbrée, ses extrémités sont froides. Vous lui passez 500 ml de macromolécules sur 15 minutes. La tension est alors de 7,5. Quatrième question, quel est votre diagnostic et sur quels arguments? Cinquième question, quel traitement instaurez-vous? La patiente s'enfonce, elle ne répond plus aux ordres simples, le pouls est filant, la tension à 6,3, la respiration ample et rapide à 35 par minute, la saturation à 89% et la fréquence cardiaque à 135. La patiente est pâle. Sixième question, quel est votre traitement immédiat? Septième question, quels sont les paramètres de votre surveillance? Donc nous allons débuter la correction de ce quatrième dossier. Donc quel est votre diagnostic syndromique et étiologique devant cette patiente? Donc on évoque un sepsis sur pyélonéphrite droite communautaire. Donc tous les mots comptent, hein, j'insiste bien. Sepsis, c'est pas un mot en l'air, on va le revoir. La pyélonéphrite, on a des arguments. On la latéralise, la douleur est l'angle costo-vertébral droit. Et communautaire pour une patiente qui n'est pas dans un contexte nosocomial, en bactériologie, c'est fondamental. Donc, pourquoi sepsis? Donc, le sepsis est défini par l'association d'un syndrome de réponse inflammatoire systémique et d'une infection. Donc, je vous rappelle la définition du syndrome inflammatoire systémique qui doit comprendre au moins 2 des éléments suivants. Donc, les 2 qu'on avait dans le dossier, c'était une température supérieure à 38 et une tachycardie supérieure à 90 par minute. Et on aurait pu également retrouver la tachypnée supérieure à 20 par minute, une hyperglycémie supérieure à 7,7, une hyperleucocytose supérieure à 12 000, ou bien au contraire une leucopénie, ou bien encore la présence de plus de 10% dans votre formule de forme immature, une altération des fonctions supérieures, un temps de recoloration capillaire supérieur à 2 secondes, ou bien une lactatémie, le marqueur de gravité supérieur à 2 millimoles. Et donc, vous voyez bien le dégradé. Sepsis, association d'une infection documentée avec un SRIS. Définitions à connaître par cœur. Une fois que vous les connaissez, vous pouvez les utiliser partout. L'infection est donc documentée grâce à la BU positive. Donc,
après le sepsis, on a parlé de pyélonéphrite droite communautaire, devant donc les arguments une fièvre, des signes fonctionnels urinaires, à savoir ici les brûlures urinaires, la douleur donc de l'angle costo-vertébral qui nous évoque bien sûr la fosse iliaque droite, associé à un contact lombaire qui laisse suspecter un rein augmenté de volume, et toujours notre BU positive en leucocytes et en nitrites, qui sont les critères de positivité qui font évoquer une infection devant une BU, sachant que la leucocyturie peut être due aussi à des infections parasitaires ou bien des néphropathies. Donc, quels sont les germes habituellement en cause? Donc, derrière cette question, il faut bien vous mettre en tête que quand on vous demande une bactériologie, il faut savoir de quoi on parle. Et donc là, on ne parle pas seulement de sepsis, on parle de pyélonéphrite. Donc ça ouvre la porte sur les germes urinaires, habituellement en cause, mais pas tous les germes urinaires, parce qu'on est dans un contexte communautaire, c'est-à-dire que c'est une infection qui vient de dehors, qui n'est pas nosocomiale. Donc tous les germes nosocomiaux, vous pouvez les exclure d'emblée. Donc qu'est-ce qui nous reste comme germe habituel de l'infection? Donc celui que vous connaissez tous et qui est le principal, l'Escherichia coli, qui est le germe de l'infection urinaire et qui est très fréquemment engagé dans des sepsis mal tolérés qui deviennent des sepsis graves. Et ensuite, les germes fréquents d'infection urinaire, le Proteus, notamment Mirabilis, les Klebsiella, le streptocoque qu'il faut connaître, notamment on voit souvent l'entérocoque dans les infections urinaires, plus rarement le staphylocoque et les autres bacilles gram négatifs. Donc il faut absolument retenir ces trois germes-là et au moins, si possible, l'entérocoque qui est quand même assez fréquent. Donc la troisième question vous demande donc toujours dans un dégradé assez simple, finalement, quels examens complémentaires vous prescrivez. Donc devant un sepsis avec pyélonéphrite, on veut connaître la présence d'une hyperleucocytose aponucléotrophie, donc on fait une NUM, les signes de gravité avec les plaquettes, est-ce qu'il y a une thrombopénie, comment va la fonction rénale, est-ce qu'il y a une insuffisance rénale secondaire à l'infection, voire est-ce qu'on est devant une pyélonéphrite obstructive, auquel cas on fera une écho en urgence, la glycémie, le bilan hépatique, les lactates pour la gravité, la CRP qui avec la NUM va compléter le tableau d'infection bactérienne en étant très élevé dans le contexte, et pour essayer d'attraper le germe, ce qui permettra d'adapter l'antibiothérapie, on réalise des hémocultures répétées. Donc il y a plusieurs démarches pour les hémocultures. Ce qui est plus recommandé à l'heure d'aujourd'hui devant un tableau de gravité, on ne va pas faire comme on faisait avant 3 hémocultures à 1 heure d'intervalle parce qu'on ne veut pas perdre 3 heures, parce qu'on a démontré que la précocité du traitement antibiotique améliorait l'espérance de vie. Donc on va essayer de faire ces hémocultures très vite. Si le patient peut attendre 1 heure, on va faire 3 hémocultures en 1 heure, par exemple tous les quarts d'heure. Et s'il ne peut pas attendre, on fait une hémoculture et on envoie la dose antibiotique tout de suite, notamment dans le choc septique. Donc la deuxième manière d'attraper le germe, donc, c'est de le rechercher dans les urines. Donc on fait le CBU, et donc de manière plus globale en infectieux bactériaux. Donc vous avez le sang avec les hémocs, les urines avec le CBU, le liquide céphalorachidien avec la ponction lombaire, le poumon avec le CBCE, mais qui est rarement contributif, et la diarrhée avec la coproculture. Voilà. Toujours penser à tous les prélèvements qui peuvent être contributifs. Donc on réalisera dans le contexte de gravité une échographie rénale et des voies urinaires pour rechercher soit des signes en faveur d'une complication, donc obstruction avec dilatation des cavités pluricalicielles, une complication de la pyélonéphrite, type abcès, phlegmon périnéphrétique. On recherchera
un facteur de risque de la pyélonéphrite, avec par exemple une anomalie des voies urinaires. On ira voir la vessie, rechercher une tumeur de vessie, une obstruction. Mais cette échographie ne doit pas retarder le traitement. Il faut d'abord équilibrer le patient et ensuite on l'envoie à l'écho dès que possible. Donc la suite du dossier, le CBU revient positif avec des hématies locaux et de l'Escherichia coli. La patiente présente une chute tensionnelle, donc ça doit vous faire tiquer. Hypotension, ça nous fait penser au sepsis grave, on va y venir. Associé à d'autres signes de mauvaise tolérance, une tachycardie, une hyperthermie, aller marbré, fatigué, ses extrémités sont froides, tout ça c'est des signes de gravité. Donc on lui passe le traitement du collapsus, 500 ml de macromolécules ou bien de cristalloïdes de sérum physiologique, et après aller à 7,5, donc finalement une tension pas vraiment remontée, sachant que l'objectif c'est une pression artérielle moyenne supérieure à 65. Donc là, on est à 60. On n'a pas atteint notre objectif. Donc, quel est votre diagnostic et sur quels arguments? Donc, un choc septique sur pyélonéphrite droite à Escherichia coli. Encore une fois, tous les mots comptent. On est vraiment dans un dossier de définition. Donc, tout d'abord, le choc septique. Mot-clé, qui a une définition bien précise par cette conf de consensus. Il associe un sepsis grave, dont on va revoir la définition, avec une hypotension artérielle résistant au remplissage vasculaire. C'est le cas de notre patiente. Donc, je vous rappelle la définition du sepsis grave. Donc, il associe un sepsis. Donc, on vient de le voir dans la question précédente. Sepsis égale SRIS plus infection. C'est bon pour tout le monde. Donc, le sepsis associe donc le sepsis grave associe donc notre sepsis, donc défini comme ci-dessus, avec une hypotension artérielle avant le remplissage, autrement dit un collapsus. Ou donc c'est soit sepsis plus hypotension, soit sepsis plus une hyperlactatémie à 4 millimoles, ce qui est bien sûr trop élevé en faveur d'une mauvaise tolérance, ou bien sepsis associé à une dysfonction d'organes. Et là, vous avez le choix entre une dysfonction respiratoire, avec une définition sur un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 300, une dysfonction rénale avec une augmentation de la créate supérieure à 176, un début de CIVD ou trouble de la coagulation avec une augmentation de l'INR, une défaillance hépatique avec une hyperbilirubinémie ou une chute du TP, qui est traduit également par l'INR, une chute des plaquettes et un trouble des fonctions supérieures, donc une défaillance neurologique. Le tout, donc comme on l'a dit précédemment, associé à notre hypotension malgré remplissage. Ça nous fait donc une hypotension avant remplissage, on remplit, ça reste une hypotension, on passe du sepsis grave au choc septique. Donc on retrouve bien les différentes étapes de notre conférence de consensus. Le SRIS qui n'est pas spécifique de l'infection. On rajoute l'infection, on passe au sepsis. On rajoute l'hypotension ou les lactates ou la défaillance d'organes, on passe au sepsis grave. Et on rajoute l'hypotension malgré remplissage, on passe au choc septique. Voilà ce que vous avez à retenir. Définition très précise et qu'on peut utiliser dans nombre de dossiers. Donc, on n'oublie pas la cause à notre choc septique, la pyélonéphrite droite à Escherichia coli. Donc toujours pour les mêmes raisons. Donc on a un peu plus d'informations arrivées à cette partie du dossier. On a un ECBU
significatif qui montre une infection urinaire à Escherichia coli. Donc il y a une identification du germe. Je vous rappelle le CBU. On regarde est-ce qu'il y a une hématurie. Donc il peut y en avoir une ou pas dans l'infection. Il faut une leucocyturie significative supérieure à 10 puissance 4 et une bactériurie significative supérieure à 10 puissance 5, ce qui définit l'infection urinaire. Ceci associé avec une douleur de l'hypocondre droit et de la fièvre, ça nous fait une pyélonéphrite. Donc devant ce choc septique lié à une pyélonéphrite droite communautaire, quels sont vos traitements en urgence? Donc bien sûr, la mise en condition, on hospitalise en urgence, en réanimation, on ne perd pas de temps. Ce dont on va avoir besoin, c'est de faire du remplissage. Donc on pose 2 voies veineuses périphériques et dès que possible, les réanimateurs poseront une voie veineuse centrale. On corrige les troubles hydroélectrolytiques. On met un scope cardio-tensionnel avec saturométrie. On met de l'oxygène à fort débit adapté à la saturation et au gaz du sang. On sonde le patient assez rapidement, sauf suspicion de prostatite, d'obstacle bas, auquel cas il faudra avoir avec les urologues pour la pose d'un cathé suspubien, pour surveiller la diurèse horaire avec un objectif supérieur à 0,5 ml/kH, que vous n'êtes pas obligé de retenir. Si la patiente est très fébrile, on lui passe du paracétamol pour faire chuter la fièvre, qui souvent est mal tolérée, ce qui peut parfois améliorer les patients. Et la pyélonéphrite, on n'oublie pas que c'est très douloureux. On met des antalgiques d'emblée de niveau 2, voire 3, type topalgique ou bien morphine, pour soulager la douleur de la patiente. Donc ça, c'était les mises en condition. Et bien sûr, tout ceci ne doit pas faire attendre le traitement qui est en première position, qui est le traitement du choc. Donc, sans perdre une minute, remplissage veineux par un soluté cristalloïde. Donc, je vous rappelle, cristalloïde, c'est le sérum physiologique. Et on passe 500 ml en 15 minutes. C'est très bien défini dans la nouvelle conférence de consensus. Donc, les colloïdes, tous les traitements un peu plus précis, on laisse ça au réanimateur. Donc, on ne perd pas de temps, on prend notre poche de sérum phi, on la branche et on fait couler à fond pour que ça passe en 15 minutes. Si ça ne marche pas, on recommence avec toujours notre objectif de pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Et toutes les 15 minutes, on repasse une poche jusqu'à ce qu'on ait atteint notre objectif. Si le bilan montre une anémie profonde, on peut aussi passer un culot globulaire en parallèle, branché en Y. Donc, après avoir traité le choc, on met en route de manière concomitante un traitement étiologique de la pyélonéphrite droite communautaire à Escherichia coli par une deux antibiotiques synergiques en urgence par voie intraveineuse. Là, on est dans le choc septique. On n'attend pas, on ne chipote pas. On veut des antibiotiques efficaces, bactéricides. On ne veut pas du bactériostatique. On veut que nos antibiotiques soient synergiques, qu'ils soient bien évidemment à élimination urinaire, à bonne pénétration rénale, qu'ils soient actifs sur le germe qu'on a isolé et qu'on adaptera secondairement à l'antibiogramme et qu'on adapte à l'épidémiologie des résistances, parce que bactériaux égale environnement, c'est toujours pareil en maladie infectieuse, et dans un environnement particulier, dans un CHU particulier, dans une ville particulière, les germes ont acquéri des résistances qui ne sont pas les mêmes partout. Donc il faut s'informer, se former à l'épidémiologie des résistances de nos germes chez nous pour adapter l'antibiothérapie qui peut être un peu différente selon le lieu. Et donc nos deux antibiotiques, ça va être l'association d'une bêta-lactamine avec un aminoside. Donc, qui sont deux antibiotiques synergiques bactéricides. Et donc pour la pyélonéphrite, on privilégiera pour éviter les résistances au clamoxyle et à l'ofloxacine une céphalosporine de troisième génération type Procéphine, 2 grammes en une injection.
qu'on prolongera pendant 10 à 14 jours pour la pyélonéphrite, associé à un aminoside, donc par exemple amikacine, amiclin. On peut aussi utiliser la gentamicine ou la nétilmycine, donc 15 mg kg. Je vous rappelle le moyen mnémotechnique pour les aminosides. 36,15 GNA, gentamicine 3 mg kg, nétilmycine 6 mg kg, amiclin 15 mg kg. Voilà. Donc on fera juste pendant 2, 3 ou 4 jours, parce qu'après il y a un risque de toxicité rénale, en l'absence d'insuffisance rénale majeure, qui est une contre-indication, ce qui permettra d'augmenter la bactéricide et la synergie avec la C3G, et donc de sortir plus rapidement du choc et du sepsis sévère. Donc toujours à la surveillance qu'on ne détaille pas, mais qu'il faut détailler, si vous avez le temps. Donc la suite du dossier, la patiente s'enfonce, elle ne répond plus aux ordres simples, le pouls est filant, la tension est à 6,3, la respiration ample et rapide à 35 par minute, la saturation baisse à 89%, la patiente est toujours très tachycarde à 135, elle est pâle. Quel est votre traitement immédiat? Donc là, on passe à l'étape supérieure, intubation orotrachéale dans un début de détresse respiratoire pour ventilation mécanique en zone réanimatoire en urgence, associé à la poursuite du remplissage vasculaire sur voie veineuse centrale, toujours par cristalloïde, donc le sérum physiologique ou colloïde, 500 ml toutes les 15 minutes. Et donc, on arrive à la dernière étape de notre recommandation. Donc, je vous rappelle qu'on était devant un sepsis grave, donc avec une hypotension, et qu'on a fait un premier remplissage. Ça n'a pas marché. Donc, on était devant un choc septique. Donc, on a fait un deuxième remplissage, et ça n'a pas marché. Et donc, on est devant un choc septique résistant au remplissage. Et donc là, il faut passer à l'étape supérieure des recommandations, à savoir les amines vasopressives, avec de préférence la noradrénaline, qui agit sur la composante périphérique du choc septique, savoir une diminution des résistances vasculaires périphériques, crée une vasoconstriction périphérique, qu'on va faire passer à la seringue électrique sous surveillance rapprochée, notamment de l'ECG, de la tension et de la tolérance cardiaque. Si ce traitement est insuffisant, on va se poser la question donc, de la présence d'une défaillance cardiaque associée, c'est-à-dire une dysfonction cardiaque secondaire au choc, notamment quand les patients sont prédisposés. Et là, on ajoutera un traitement inotrope positif à base le plus souvent de dobutamine. Voilà, la dobutamine. Ou bien un traitement qui est actif à la fois sur la vasoconstriction et sur l'inotropisme, à savoir l'adrénaline, mais qui a plus d'effets secondaires. De toute façon, là, on arrive à un stade qui relève vraiment de la spécialité de réanimation, mais vous devez connaître ces étapes au moins jusqu'à la noradrénaline, et je pense qu'il faut que vous ayez la notion de rajouter un traitement inotrope positif en cas de défaillance cardiaque. Et la défaillance cardiaque est en fait définie en réanimation sur la mesure de l'index cardiaque lors du nuque-au-cœur et de la saturation veineuse en O2, notamment à l'aide d'un cathéter central veineux. Donc là, j'ai cité d'autres traitements cités dans la conférence de consensus que vous n'avez pas à connaître pour que vous en ayez entendu parler. Donc certains réanimateurs discutent la mise en route d'une corticothérapie dans le choc septique si le patient résiste à l'injection d'ACTH. Donc dans ce cas-là, ils mettent de l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Donc il y en a d'autres qui discutent une hémofiltration précoce en cas d'insuffisance rénale inquiétante. Et il y a d'autres molécules, type la protéine C activée,
qui est encore du ressort de la recherche, qui est utilisé dans certaines réanimations, qui est donc cité dans cette conférence de consensus. Donc, quels sont les paramètres de votre surveillance? Donc, toujours dans un contexte réanimatoire, le monitoring continu cardio-tensionnel avec saturométrie au doigt, un examen clinique horaire très rapproché, avec donc, on va orienter un peu cette surveillance sur la logique du choc septique. On a dit, donc le choc septique, c'est la vasoconstriction périphérique qui nous intéresse. Et puis chez cette patiente qui a résisté, est-ce qu'il y a une défaillance cardiaque? Donc on va surveiller les signes de vasodilatation périphérique, notamment voilà, à l'aide de la diurèse horaire. Donc, si on a une relance de la diurèse, c'est en faveur d'une reprise de cette vascularisation périphérique, fonction rénale sanguine, et l'hyperlactatémie qui, si elle descend, est en faveur d'une efficacité du traitement. Ensuite, on surveille notre dysfonction cardiaque à l'aide le plus souvent d'un cathétérisme droit qui nous permet de calculer l'index cardiaque, la pression veineuse en O2 et la radiothorax pour mettre en évidence des signes d'œdème aigu du poumon. Et on n'oublie pas notre infection, à savoir la pyélonéphrite. Est-ce qu'on a une baisse du syndrome inflammatoire, donc une chute des polynucléaires, une chute de la CRP, et est-ce qu'on a une stérilisation de l'ECBU à 48 heures d'antibiothérapie, plus ou moins un contrôle de l'ECBU à la fin du traitement. C'est la fin du diaporama. Donc, ce qu'il faut retenir de ce dossier, donc, qui est un dossier qui colle vraiment à la consensus, qui ne cherche pas à vous piéger, mais qui cherche à vous rappeler vraiment les définitions du syndrome en infectiologie. Donc c'est simple, il faut connaître ça par cœur. Je vous rappelle les différents stades. Le syndrome de réponse inflammatoire systémique, donc, qui n'est pas spécifique de l'infection, qu'on peut voir dans d'autres maladies inflammatoires. Quand en plus on a une infection documentée, on arrive dans le sepsis. Quand le sepsis devient compliqué, on ne parle plus de sepsis sévère, mais de sepsis grave dans la dernière conférence de consensus, qui associe donc un sepsis tel qu'on vient de le définir, et une hypotension, ou une hyperlactatémie, ou bien une défaillance d'organes. Et la dernière étape, qui est le choc septique, qui est donc ce sepsis grave, avec une résistance au remplissage vasculaire, où on arrive aux dernières ressources thérapeutiques, poursuite du remplissage et utilisation d'amines vasopressives et inotropes positifs. Voilà. Donc, ouais.